Comme pour la planète des singes, je trouve que vous sous-estimez un peu trop les 3 premiers films Mad Max. Salut à tous, ici Reg. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'intégralité de la saga Mad Max. Et oui, car j'ai revu tous les films. Je les avais vus évidemment auparavant, mais je les ai tous revus pour cette vidéo. Et oui, Furiosa aussi. Mais pour ceux qui ont vu ma vidéo Furiosa, vous savez déjà ce que j'en pense. Même si mon avis a un petit peu évolué, j'en reparlerai dans cette vidéo. Parce que oui, je pense que les films Mad Max, c'est intéressant de tous les voir au moins 2 fois, surtout les 2 derniers qui sont sortis. Je vais juger la saga de manière générale, sa cohérence, ses thématiques, ses idées et les films individuellement. Il y aura évidemment les timecodes dans la vidéo, mais je vous incite encore une fois à vous intéresser à tous les films. Même les 3 premiers que vous avez en majorité pas vus, j'ai fait des sondages sur les réseaux, vous étiez que 20% à les avoir vus. Et pour ces 3 premiers films-là, je ne vais pas spoiler, donc vous pouvez regarder cette vidéo en espérant que je vais vous motiver ou pas à les regarder. Pour Fury Road, je vais spoiler, mais encore une fois, vous pouvez connaître toute l'histoire par cœur de Fury Road et vous allez quand même vous prendre une claque. C'est pas un film qui se base forcément sur son scénario, donc même si je spoil et vous l'avez pas vu, je vous conseille de regarder cette partie aussi, mais bon, vous êtes 80% à l'avoir vu pour le coup. Et Furiosa, je ferai une partie sans spoiler et une partie avec spoiler tout de même au cas où, parce que le film est tout récent. J'ai envie qu'on confronte nos avis, j'ai envie qu'on en parle dans les commentaires, et à la fin, je ferai aussi un classement, surtout pour rigoler. Je vais en parler en ordre de sortie, évidemment, et pour ceux qui se posent une question d'où regarder ces films, ils sont tous disponibles sur Canal à l'heure où je tourne cette vidéo. En fonction des mois, des années, peut-être ces films ne seront plus sur Canal, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Et là, il faudra regarder en fonction des pays, s'il est disponible sur d'autres plateformes ou pas, ou dans quel pays il est disponible. Ça marche pas forcément pour cette vidéo, mais dès que vous avez trouvé le pays dans lequel il est avec plein de sites internet, vous pouvez utiliser un VPN, évidemment, avoir accès aux films ou les acheter en 4K. J'ai ici le 4e film en 4K. On en parlera de la qualité de ce 4K, mais j'ai aussi racheté ce film-là avec le nouveau Steelbook qui est sorti. Et il y a une collection d'anthologie qui est prévue avec les 5 films qui a l'air pas mal du tout. Je vais peut-être craquer, mais voilà, les films sont disponibles en streaming et aussi en 4K, évidemment. Ils sont tous d'ailleurs disponibles en 4K, c'est important de le noter. Et la 4K est vraiment pas mal. C'est assez marrant parce que tout le monde connaît Mad Max, mais la trilogie originale est vraiment sous-cotée et pas vue par beaucoup de mon audience. En tout cas, tout le monde connaît un peu l'esthétique, tout le monde connaît un peu la qualité des films, mais personne l'a vu au final. En tout cas, d'après ce que j'ai vu avec mes abonnés, et c'est ça qui est intéressant. Et je pense que beaucoup d'entre vous passent à côté de vraiment la genèse d'un univers qui a inspiré tellement d'univers, on en parlera à la fin. Mais surtout, vous allez reconnaître beaucoup de choses que vous aimez dans les films récents. Le premier Mad Max est intéressant parce qu'il est sorti il y a 50 ans, 1979. Et le truc, c'est que c'est le seul de la saga qui n'est pas vraiment apocalyptique pour l'instant. Au contraire, on est dans la pré-apocalypse. On voit un peu le début de l'apocalypse, mais c'est pas l'univers que vous connaissez dans tous les films d'après. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on parle de cet univers-là dans tous les films, dont le dernier Furiosa. On parle à quel point l'apocalypse a eu lieu récemment et à quel point le monde a changé vite. Et ce monde qui a changé vite, vous le voyez ici. Vous voyez les graines de l'apocalypse et c'est un monde pré-apocalyptique qui n'arrive pas souvent au cinéma. Et c'est ça qui est intéressant aussi. En le revoyant, c'est un monde qui m'a étonné parce que dans les premières séquences du film, vous avez déjà une paire de seins et beaucoup du film parle de sexe, d'agression sexuelle, de viol, chose qui a un peu disparu par la suite dans la saga, mais vous avez aussi tout ce qui rend la saga culte, hein. Le côté cuir, un peu BDSM, biker, les gens dégénérés, drogués, qui gueulent constamment, qui font du bruit, qui ont des citations, qui se la jouent un peu bibliques. Mais en soi, c'est une société plus ou moins normale qui est au début de la décadence tout de même. On comprend déjà le cynisme qui arrive dans la société, on comprend déjà un peu cette société qui a l'impression d'être foutue. C'est le début de l'anarchie qui est évidemment mélangé au côté biblique de l'apocalypse. Il y a beaucoup de références bibliques dans toute la saga Mad Max, même le dernier film. Et tu vois que cette anarchie-là se propage comme une sorte de maladie d'infection, un petit peu. D'ailleurs, le diable est régulièrement cité dans l'œuvre. On ne peut plus faire confiance à personne, il y a la corruption dans le gouvernement, et c'est intéressant parce que les institutions gouvernementales n'existent pas vraiment. On voit un petit peu la police, mais on peut pas lui faire confiance. On voit peu d'endroits habités, sauf les bars particulièrement, où tu as l'impression que c'est le dernier endroit un peu vivant du monde, sinon le reste du monde est vide. La justice a échoué et c'est le début d'un monde sans foi ni loi. C'est une société qui se dirige de plus en plus contre les femmes, avec évidemment les nombreuses agressions, mais c'est un monde où justement les hommes prennent le pouvoir. Et c'est surtout un monde qui parle de la violence. C'est le début de la violence, comment la société rend les gens violents. T'as l'impression que tout le monde est à son stade d'ébullition ici et que tout le monde va péter un câble, mais c'est un mélange des deux. C'est la société qui a perdu un peu le contrôle, les gens qui ont perdu leur contrôle et sont tombés dans la violence, et ça montre une fresque du monde qui succombe à la violence. Et là, t'as même pas besoin de la violence pour survivre, parce qu'on n'est pas encore dans l'apocalypse, mais ça montre encore une fois le début. Les graines qui vont être semées par la suite sont les graines de la violence qui vont créer cet univers-là. Donc en termes de monde, vous avez exactement le même monde que tous les autres films Mad Max, mais à ses débuts. Il est encore un peu infantile, c'est le début de la barbarie qu'on voit par la suite. Mais tout ce qui est fait là résonne dans toute la saga. Donc il a déjà compris ce qu'il voulait faire dans la saga, sauf que j'imagine qu'il n'avait pas le budget, pas les moyens pour faire son univers post-apo directement. C'est pour ça que le film est intéressant à voir, juste pour son univers, juste pour son monde. Et ce qui est impressionnant, et je parle de budget rapidement, c'est que c'est un film d'action. Il y a beaucoup de cascades, beaucoup de courses en voiture. Il a un budget de 350 000 $. Aujourd'hui, c'est l'équivalent de 1,5 million avec l'inflation. Donc un budget de 1,5 million aujourd'hui, c'est rien du tout, hein. Tu peux même pas faire un film français aujourd'hui, c'est pas possible. Une comédie à la con ou même un film de genre, c'est 2, 3, 4 millions minimum en France. Ça dépend des films, encore une fois, hein. Mais vu le nombre de cascades et d'actions dans ce film, c'est impressionnant. Ils pouvaient même pas fermer
des routes pour faire le film. Ils devaient vraiment gérer les voitures qui passaient dans la vraie vie dans certaines scènes pour vous dire à quel point ils n'avaient pas de thunes. Mais ils mettent vraiment un focus sur les voitures. Toutes les voitures sont un peu iconisées, que ce soit les motos, les voitures. Et on t'explique vraiment que c'est un film de voitures avant tout. On est dans le tuning, la nitroglycérine, les motards cuir que tu revois aussi dans la saga par la suite. Littéralement, hein, le motard de Mad Max 1 joue Immortan Joe dans Fury Road. Mais tu vois l'amour pour les voitures, à quel point les voitures deviennent importantes dans ce monde déjà. Et en revoyant ce film, c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tout ce qu'il a fait dans Fury Road est déjà présent ici, mais avec beaucoup moins de budget. Toutes les caméras sont posées sur les voitures et parfois sont vraiment posées au ras du sol pour avoir ces sensations d'extrême vitesse. T'as l'impression que la caméra va se casser à chaque impact. T'as des scènes qui sont tournées, tu te demandes vraiment comment ils les ont faites sans se casser la gueule. C'est un film de cascadeurs, énormément d'ailleurs. T'as ces caméras qui se rapprochent des conducteurs, qui sont posées juste devant. T'as ces caméras dans la voiture et à l'extérieur. C'est super immersif déjà. T'as ces gros moments zoomés, t'as un cut extrêmement excessif, disons-le, qui rend vraiment bien. C'est Fury Road, mais sans argent, et ça rend quand même bien. T'as des bruitages assez bizarres par contre à certains moments pour réveiller le spectateur, t'as l'impression, des gros bruits dans certaines scènes. Ça on en parle après en termes de narration. T'as même des jumpscares et des plans trop bizarres comme celui-ci que je vais pas beaucoup garder à l'écran car j'ai peur de me faire bannir de YouTube. Mais c'est un vrai plan de Mad Max. La manière dont il a filmé ça est très immersive, très prenante, impressionnante, et vu le budget, tu te demandes comment ils ont réussi à faire tout ça justement. T'as des trucs qui ont l'air super dangereux. Les scènes de voiture dans ce film sont vraiment bien. Et tu vois déjà un mec là qui savait filmer des courses-poursuites. T'as des cascades de fou dès le début du film. Je veux dire, l'intro du film est génial. C'est 15-20 minutes de pure adrénaline dès le début. Et c'est là qu'on introduit évidemment Mad Max, qui est interprété par Mel Gibson. C'est le film qui a fait percer Mel Gibson évidemment. On peut dire ce qu'on veut sur Mel Gibson. Il y a beaucoup de polémiques, antisémites, misogynes, tout ça. Je vais pas rentrer dans le débat ici. Je suis pas du genre à séparer l'homme de l'artiste. Il est vraiment critiquable. Vous en pensez ce que vous voulez. Moi, je vais parler du film ici, mais il fallait quand même que je le cite. Là, on peut dire ce qu'on veut. Il est vraiment charismatique. D'ailleurs, c'est ce qui l'a porté à avoir une grande carrière d'acteur et de réalisateur. C'est ce film-là. Il joue cet homme silencieux et calme, père de famille, qui fait juste son job et qui est le meilleur à son job. C'est le Knight Rider dans sa voiture qui est devenue culte évidemment depuis. Et il est iconisé dès le début parce qu'on le montre à peine et on sait qu'on a affaire à quelqu'un, juste avec la mise en scène, d'important. L'intercepteur ultime qui va arrêter tous les vagabonds, tous les criminels, mais qui a une famille qu'il doit protéger aussi. Et c'est là que le film est intéressant, c'est que c'est un revenge movie. L'histoire du film, c'est qu'il doit venger l'un de ses collègues qui s'est fait blesser. Mais ça va un peu plus loin dans le film par la suite évidemment. Et c'est un revenge movie au fait le premier, qui va évidemment traiter des traumatismes qui seront une thématique qui reviennent jusque là. Je veux dire, Furiosa, c'est un revenge movie aussi. C'est la même chose. Mais c'est là que le film est particulier, c'est que Max n'est pas le personnage principal de son film et personne n'est vraiment le personnage principal du film. C'est un film qui te plonge plus dans le monde et l'ambiance et la narration est très étrange. L'enchaînement des événements fait très faux à certains moments, est un build-up de climax qui est non pas décevant parce que le climax est vraiment cool, mais t'as pas l'impression que le film se finit. Il dure 1h30, mais il se passe tellement de choses que le début est trop bien, la fin est trop bien et au milieu tu te rappelles de rien. Même en l'ayant vu ici, le milieu, je le trouve assez pénible, assez chiant à voir, parce qu'il se passe pas grand chose et il développe très peu le monde et les personnages. Et même si ça dure 1h30, le ressenti est plus vers les 2h20, je vais être honnête avec vous, parce qu'il y a plein de séquences, on comprend qu'il n'y a pas d'argent, mais c'est assez inintéressant. Et c'est là qu'arrivent les nombreux bruits de violon ou je sais pas quoi pour te réveiller, et ça marche pas toujours des masses, il n'y a pas toujours la tension qu'il faut, donc la moitié du film, un peu de mal avec. C'est pas horrible, mais contrairement au reste du film, c'est tellement long et tu vois vraiment les lacunes et budgétaires et en termes de rythme. Il y a des fondus assez étranges, tu passes de scène en scène sans comprendre vraiment la géographie, sans comprendre douter à certains moments. Musique très années 70 et film très années 70 mine de rien. Ça essaie de faire de l'action, de la romance, du thriller, du revenge movie, ça essaie de faire trop de choses et il n'arrive pas à tout mélanger à chaque fois. Oui, le climax est iconique et réussi surtout avec ce plan qui a marqué beaucoup de personnes et c'est compréhensible, il est vraiment génial. Et même si la toute fin est très étrange aussi quand même, ça se finit assez brusquement mine de rien. On comprend ce qu'il voulait faire là, mais je trouve que c'est pas toujours le plus intéressant. C'est pas mauvais, mais c'est pas au niveau du début à la fin du film. Mais au moins en termes de thématique, et c'est pour ça que le film a énormément cartonné, on en parle après, il a été assez unique dans son monde de une, mais la manière dont il traite les ressources. Dans ce film-là, le gasoil traîne vraiment partout. Il y en a des masses, il y a de l'essence partout tout le temps, ce qui sera en opposition aux autres films. C'est un monde vide régulièrement, t'as l'impression que déjà le monde est ou parti à la guerre ou a été complètement décimé, mais ça permet d'avoir un truc assez intime dans un grand monde qui a l'air grand parce que c'est des déserts, c'est vide et tout, mais les histoires sont très personnelles. Ça va parler déjà de la torture animale, ça va parler un peu des sectes déjà, il y aura tout un délire religieux, animal, de ressources de manière générale et à quel point elles sont utilisées. Que ce soit les animaux qui se font bouffer, torturer ou les corbeaux qui apparaissent à certains moments comme des rapaces qui sont venus là récupérer des ressources. Corbeaux qu'on voit dans des films tout récents comme Furiosa. Mais ça qui est intéressant, c'est que déjà il a fondé les thématiques et la base de la saga et elles ne vont jamais changer. Et c'est ça qui est fort, c'est que cette saga a une forte cohérence de A à Z et on en parlera surtout à la fin. Pour conclure ce film là, je trouve qu'il a beaucoup de problèmes de rythme qui gâchent un peu le truc et un ventre mou assez fort qui vont ennuyer beaucoup de personnes. Et je comprends. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'affect pour ce film là, de la manière dont il a posé les bases, la manière dont il a créé un univers, la manière dont il a iconisé des personnages, la manière dont il a des personnages vraiment mémorables, des séquences mémorables et je ne peux pas le détester. Au contraire, je l'aime bien et je trouve
que c'est un bon film, un très bon début d'une grande saga. Et puis les gens étaient assez d'accord. Et si je dis pas de bêtises, c'est le plus grand record en termes de rentabilité pendant 25 ans avant de s'être fait dépasser par le projet Blair Witch. Ça déconne pas, c'était un énorme succès pour l'argent qu'ils ont mis dedans. Colossal, c'est devenu une référence tellement qu'ils en font un deuxième film par la suite. Mais oui, je vous le conseille tout de même, c'est un bon film, imparfait, mais je pense que ça mérite de voir ce film-là parce que c'est l'univers Mad Max, mine de rien, et il raconte beaucoup de choses. Surtout à l'époque, mais on va en parler de plus en plus dans cette vidéo. C'est là qu'arrive Mad Max 2 qui est assez particulier parce qu'il commence complètement différemment. Il y a une sorte d'introduction de narration qu'on va revoir après dans tous les films qui parle de la guerre, la fin du monde, et maintenant on est dans l'apocalypse. En plus, ça introduit déjà Max comme une sorte de mythe et légende, chose qui va revenir beaucoup dans la saga. Ça va parler de cannibalisme, de gasoil, de guerre et tout dès le début, dès l'intro, pour te dire ok, ce qui s'est passé dans le précédent film, ici, c'est allé beaucoup plus loin et c'est la fin partout dans le monde. La violence a pris le dessus et cette narration te le rappelle constamment. Déjà, ça n'a rien à voir avec le premier, la manière de commencer un film, la narration, et ça se voit visuellement, c'est bien plus punk, c'est bien plus BDSM, c'est bien plus coloré aussi, la colorimétrie n'a rien à voir, on est dans des teintes bien plus orange, mais le cœur n'a pas changé parce que l'action est toujours intense, toujours proche des voitures, des cascades de fou, de plus en plus impressionnantes. Là, tu vois vraiment le plan de travail, t'as l'impression pour Fury Road encore plus, surtout avec les camions et des choses comme ça, mais c'est là que le film est impressionnant parce que de une, il prend son temps avec l'action, il a plus de budget, plus d'argent, plus de voitures, plus de cascades, plus de destruction, et la différence d'action est nette entre les deux premiers films. C'est un film bien plus esthétiquement travaillé, avec des plans bien plus impressionnants, on va te montrer le vide, le désert, mais souvent de haut. Maintenant, ils ont de l'argent pour des hélicos, des choses comme ça. Maintenant, on peut faire des plans larges, on peut faire du relief un petit peu, ce qui manquait au premier film. On donne une dimension clairement épique au film. Et l'imagerie devient clairement grandiose d'un coup. Il y a plus de décors, plus de villes, plus de figurants, plus d'endroits qu'on va visiter de manière générale. L'ambiance est bien plus assumée maintenant, le post-apo est là, et ça se voit dans les décors et tout, parce que tout est trouvé à partir de pièces détachées, de choses recyclées, c'est impressionnant. Maintenant, il y a différentes factions qui ont toute leur culture, leur dialecte, c'est la grosse inspiration pour Fallout, d'ailleurs pour ceux qui se demandent. T'as des méchants encore une fois charismatiques, avec un design mémorable, et bien joués, qui sont à la fois un peu kitsch, et le film tend entre l'humour et l'action. Il y a un côté humour assez Monty Python à certains moments, ce qui est assez particulier, mais ça crée un monde qui a perdu un peu la tête et qui se permet de l'humour, sans forcément le vouloir, mais les méchants sont bien iconisés, et c'est l'un des méchants les plus mémorables de la saga, mais c'est ça qui est fort, c'est que chaque film a un méchant vraiment mémorable. Là, on est face à un mec qui est stéroïdé, avec une grosse veine sur le crâne, c'est macho musclore, et c'est ça le but du film. Mais ils ont plein de séquences incroyables comme celle-ci, de la crucifixion, mais en même temps des flammes, du gasoil et de l'ambiance de nuit avec que les lumières du feu qui résonnent la nuit, vu qu'il n'y a pas de lumière, il n'y a quasiment pas d'électricité. Ils arrivent à iconiser les méchants, l'action, il y a plein de grosses explosions épiques, mais avec un peu moins de sexe, pour le coup, il est un peu plus en retrait dans ce film-là, même s'il y a encore une fois des agressions sexuelles. Je le cite parce que ça devient de moins en moins présent dans les films, en tout cas d'une manière moins ostentatoire. Dans le premier, il y avait de nombreuses femmes dénudées, là, il y en a quasiment plus. Mais les thématiques liées à la domination des femmes sont évidemment encore présentes. Car dans ce monde-là, les femmes sont inférieures, le monde est dominé par la violence des hommes et la manière dont ils sont prêts à tuer n'importe qui, juste pour leurs propres intérêts. Mais encore une fois, religion, secte, leader charismatique, on y est. Des personnages bien plus loufoques, acting surjoué, mais ça marche bien. En plus, t'es plongé dans un univers de plus en plus sale, avec de moins en moins de nourriture, et où les ressources sont importantes. Encore plus qu'avant d'ailleurs. Parce que oui, il faut évidemment le gasoil, il faut se nourrir, et c'est là qu'il y a beaucoup d'humanité. C'est que beaucoup des personnages, dont Max, vont préférer nourrir un chien plutôt que lui-même. On essaie de faire vivre des gens qui sont peut-être nés dans la violence pour leur amener un peu à une certaine humanité. Et d'ailleurs, le traitement des animaux montre bien la différence entre les méchants et les gentils. Ceux qui les traitent bien sont gentils, ceux qui les traitent mal sont méchants. Et ça, c'est dans toute la saga. Mais c'est dans tout. Vu qu'il n'y a pas beaucoup d'armes à feu, il n'y a pas beaucoup de balles, il y a beaucoup de lance-flammes, parce que le lance-flamme, c'est du gasoil. Beaucoup d'explosifs. Et ce qui est intéressant, c'est par rapport à la jeunesse. Maintenant, la nouvelle ressource, c'est l'humanité et la jeunesse. Et ces jeunes-là sont nés dans un monde post-apocalyptique et violent. Et ils ne connaissent que la violence avec ce jeune-là qui est que violent. Il parle même pas. Il a été déshumanisé au point qu'il ne peut pas parler. Et Max va lui montrer l'humanité parce que ça lui fait penser à ses enfants de une, mais surtout parce qu'il a cette boîte à musique et il lui montre l'art. Maintenant, plus personne ne crée dans ce monde. Il n'y a plus d'art, ce n'est plus possible parce qu'il faut survivre. Et les gens, lorsqu'il faut survivre, ils ne créent plus. Et c'est un peu la thématique du truc. On est passé dans un monde full violent, on a mis de côté notre instinct le plus primal de créer, notre humanité. Et Max, qui vient lui d'une époque qu'il a vécue avant l'apocalypse, il ramène un peu le monde du passé et rappelle à la jeunesse à quel point le monde était beau avant. Dans ce monde apocalyptique, il y a beaucoup de douceur, beaucoup d'humanité qui est importante pour tous les personnages. Et c'est là que Max devient vraiment l'identité de la saga parce qu'il a vraiment un rôle de personnage principal ici, même si tout tourne autour de lui, il aide beaucoup. Il est bien plus iconique, d'ailleurs il ne parle quasiment pas dans le film, il a 16 lignes de dialogue, c'est quasiment rien, mais ça devient un sauveur, ça devient presque un messie pour beaucoup de personnes, on en parlera surtout dans le troisième film. Ça devient une légende du passé, et comme dans tous les films Mad Max, Max prend relativement cher.
il se fait bien défoncer. Mais ça montre encore une fois une icône calme, sobre, bien réfléchie, avec beaucoup d'humanité, mais il perd de plus en plus son humanité au fur et à mesure des films. Car lui aussi a de plus en plus recours à la violence, chose qu'il ne veut pas, mais il n'a pas le choix. Et la fin, sans spoiler, est très intéressante par rapport à ça justement. Ça reflète vraiment bien tout l'intérêt du film, et ça reste aussi l'une de mes fins préférées de Mad Max, si c'est pas ma fin préférée de la saga. Elle est un peu douce amère d'ailleurs, mais elle est vraiment forte. Mais la narration est plus simple cette fois-ci. On s'ennuie pas du tout, pour le coup, pareil, 1h30, mais qui passe super vite, parce que justement l'histoire est plus simple. On va d'un point A à un point B, il y a différentes factions, différents personnages, ils ont tous leurs intrigues, tu les comprends, un peu d'évolution, surtout pour Max, mais pas que. Il se fait des amis, il gagne lui aussi un peu son humanité, parce que d'habitude c'est le voyageur un peu solitaire. Là non, la narration est plus simple, on le suit bien plus distinctement. Il y a un peu d'humour, beaucoup d'action, pas mal de moments de tension, avec de l'infiltration aussi. Ça développe des choses qu'on revoit dans les films d'après, comme les gyrocoptères, mais encore une fois, il y a beaucoup de world building dans les détails et dans un peu tout en fait. George Miller, c'est un gars qui fait un énorme travail de world building juste par les images. Et c'est des films qu'il faut regarder, parce que tu loupes tellement de choses d'un visionnage à un autre, et justement revoir cette trilogie-là m'a fait remarquer des détails que j'avais oubliés. D'ailleurs, ça marche pour les 5 films que j'ai revus, et je me suis rappelé de certains détails. Mais oui, les scènes d'action n'ont jamais été aussi grandioses. C'est intense, il y a plus d'émotions, mais il sait bien gérer le rythme entre des scènes d'action énormes et des scènes un peu plus posées et plus belles de manière générale. La fin est géniale, le climax est fou, vraiment mémorable. Et c'est pas pour rien que The Road Warrior est le film préféré des gens qui aiment la trilogie originale. Parce qu'il y a tout ce qu'il faut où il faut, et on est quasiment au max de tout. C'est pas parfait encore une fois, il y a encore quelques petits trucs un peu longs à certains moments, et c'est pas toujours très bien développé, et parfois l'ambiance est pas parfaite, mais le film est incroyablement fun, réussi. Il raconte beaucoup de choses, et c'était évidemment un énorme succès au box-office. Et c'est là qu'on arrive au vilain petit canard qui s'appelle Mad Max 3. Mad Max 3 il est particulier parce que c'est le film le plus détesté de la trilogie originale, de loin, et potentiellement le plus détesté de la saga. C'est un film très étrange parce que t'as commencé avec une narration bien spécifique dans les précédents films, et là tu commences avec une chanson de Tina Turner, de la narration, et tu dis ok, bizarre. On est passé dans un monde un peu pop-rock étrange, il y avait déjà une ambiance un peu punk, hein, mais là c'est particulier. Il y a encore de l'échelle avec des plans d'hélico, te montre le désert et des choses comme ça, ok, on nous remet bien dans ce monde-là que tout le monde a hâte de découvrir. On voit cet énorme désert, et on voit surtout une ville, la ville la plus connue, et je dirais même la seule de la trilogie originale. On arrive là et t'as une vibe un peu étrange, où il y a de la radioactivité, des gens défigurés, des gens qui ont des cancers, des gens qui ont des problèmes de consanguinité, évidemment. Il y a tout ce que tu connais dans les films d'après, qui est là poussé à son max, mais il y a une vibe un peu genre Star Wars, t'as l'impression, de planète presque alien, complètement déconnectée de l'humanité. Max, il a les cheveux longs, t'as l'impression qu'il est perdu dans le désert depuis longtemps, il parle peut-être même un peu moins, il a presque perdu espoir en l'humanité. Il arrive dans un village presque de troglodytes, t'as l'impression, encore une fois, c'est un truc qui ressemble au film d'après, mais l'échelle est grande, c'est une énorme ville, d'énormes décors, tu vois qu'en termes de budget, ils ont tout explosé. Le cuir chevelu BDSM est poussé à fond, et c'est bien. Franchement, on adore ce début de film, on adore être plongé dans ce monde, on a envie de connaître mieux cette ville, et le parti pris de passer 45 minutes dans cette ville est vraiment bien. T'apprends la politique, la culture, la guerre, il y a une histoire d'embargo et tout. On est dans un truc bien plus mature, que tout le monde adore, qui encore une fois revient dans les films d'après. Ça crée une vraie hiérarchie, et le concept de faction est encore plus poussé parce qu'on est encore plus dedans que les précédents films. Ça crée une anticipation pour voir la suite du film, tu demandes vraiment comment ça va finir, parce que t'as l'impression que le climax du film arrive au milieu. Il y a plein de gens qui détestent Tina Turner, bon personnellement je trouve qu'elle fait le taf, c'est pas une performance mémorable, mais elle est là et c'est ok. Il y a plein de gens qui sont obèses, des problèmes psychologiques, qui ont des handicaps, des déformations physiques encore une fois, mais c'est ça qui est fort, c'est qu'au début tu dis ok, t'as envie de les détester, et au fur et à mesure tu les apprécies, et ça montre encore une fois l'humanité que George arrive à trouver dans ces gens-là, dont au premier abord tu te méfierais. Et c'est un film qui est assez beau sur ça, et d'ailleurs la saga générale, parce que tous les personnages dans cette saga ont beaucoup d'humanité, même les plus défigurés, même les plus handicapés, même les gens avec des problèmes mentaux, ils ont beaucoup d'humanité, qu'ils soient gentils ou méchants. Et ça a toujours été une force, et là on le voit beaucoup, et c'est de là que ça vient surtout dans les films d'après. Parce que bon, quand t'es né d'inceste, forcément ça va faire des ravages, on le voit avec Master Blaster, hein, qui a des vrais problèmes, et encore une fois un méchant vraiment mémorable. Juste le nom, Master Blaster. George Miller, pour les noms, il est trop fort. Il se prend jamais la tête. Mais j'adore parce que cette fois-ci, on prend un point de vue plus industriel. Maintenant, ok, les hommes ont recréé l'industrie, t'es dans les méandres de la création de ressources, et l'esclavage est revenu, les gens ont pris le pouvoir, mais ils ont pris le pouvoir grâce aux ressources. Pas parce que t'es le mec le plus costaud. Là, t'as le pouvoir car tu domines les ressources. Thématique hyper importante dans la saga. Il y a encore les thématiques de torture animale, beaucoup d'animaux qui sont torturés, qui sont mangés, des choses comme ça. Là, c'est encore plus le cas car les animaux, surtout les cochons, sont une ressource. Et ici, les animaux sont plus importants que les humains. Et c'est particulier quand même. C'est pour ça qu'il y a plein de personnages qui se font humilier. La hiérarchie du pouvoir change tout le temps. Et lorsque tu arrives au climax du film, en tout cas le milieu du film, le Thunderdome, qui est très rigolo d'ailleurs, je vais pas vous spoiler pour ceux qui ont jamais vu cette scène. C'est une super séquence, un vrai climax émotionnel. Et il y a un petit twist de la manière dont ils se battent dans cet énorme dôme qui est trop fun. Le côté kitsch est encore bien présent dans cette saga. Mais cette fois-ci, on remarque encore plus dans ce film-là la période de guerre froide. On va citer des choses comme les goulags, on va parler du problème nucléaire. Et t'as l'impression que le spectre de la guerre froide hante vraiment cette trilogie, mais surtout ce film où la politique devient bien plus importante. Et là, t'as une société qui t'as l'impression qui a souffert la guerre apocalyptique et la guerre nucléaire, mais qui se remet d'elle-même pour refaire les mêmes erreurs. Mais l'attention aux détails, la manière dont on est immergé dans cette ville est superbe. Mais c'est là qu'il y a un gros switch dans le film qui a traumatisé, je pense, beaucoup de personnes. Là, on est à 45 minutes de film et il reste 1 heure de film. Et là, on arrive dans un film
film très particulier. Max, je vais pas énormément spoiler, mais arrive dans un endroit après un événement avec plein d'enfants. C'est 1 heure de film sur des enfants et c'est très bizarre parce que le rythme du film change, l'ambiance du film change, tout change. On est passé de Mad Max post-apocalyptique à Peter Pan et c'est un peu le but. Le but ici, c'est de parler des mythes et des histoires et cette fois-ci, tu as une civilisation entière d'enfants qui n'ont pas connu l'apocalypse, qui ont grandi dans ce monde, mais qui sont loin de la violence, ou en tout cas moins que ce qu'on a vu dans le précédent film. Et Max, pour eux, une sorte de divinité presque. C'est une sorte de Moïse qui va les amener à travers le désert parce que lui connaît le monde d'avant. Et ces gens-là étudient les mythes, étudient le passé, chose qu'on voit beaucoup dans Furiosa d'ailleurs. C'est pour ça que Furiosa, c'est un excellent mélange de la trilogie originale. Et justement, la construction du mythe se fait là, parce que dans cette saga-là, et ce film-là surtout, Miller est en train de nous dire, ok, Max peut être n'importe qui, et tout le monde peut créer des histoires pour manipuler ou même inspirer les générations d'après. C'est un homme du passé qui voit son monde changer et qui montre surtout à des enfants comment le monde a changé. Et il y a des plans qui sont magnifiques par rapport à ça, surtout au plan de fin que je vais pas vous montrer, que je trouve génial. Encore une fois, le côté religieux, secte, mais ici, la religion, c'est l'histoire. Encore une fois, très particulier, on voit ça dans tous les films Mad Max. Mais au fait, t'es passé d'un film Mad Max très ambiance deuxième film à un film avec des Ewoks. Ouais, c'est un peu particulier. Je comprends la thématique de la transmission du mythe, l'idée justement de cette séquence, mais je suis désolé, on perd énormément en enjeu, on se fait royalement chier aussi, je vais être honnête avec vous. T'en as rien à faire de tous ces gamins, malheureusement. Les erreurs passées des humains deviennent un peu l'ennemi, on va dire, mais c'est mou, c'est un énorme ventre vide, c'est très long. Oui, à un moment tu reviens dans la ville, mais c'est moins intéressant, tu comprends un peu le combat pour les ressources encore une fois, mais c'est même filmé d'une manière moins intelligente et intéressante. Alors oui, la scène d'action finale est top pour le coup, mais c'est 1h30 de Mad Max et t'as pas de voiture, et t'as des voitures dans les 10 dernières minutes pour une scène d'action trop bien, mais qui est trop courte, et tu perds un peu le cœur émotionnel du film. Même si la fin est bien, t'as complètement décroché parce que ça fait 45 minutes que tu sais plus ce que tu regardes. Oui, il y a un truc intéressant sur les engins du ciel et les gyrocoptères, les hélicoptères, les avions, tout ça, je vais pas le spoiler, qui est intéressant thématiquement. T'as des plans géniaux, encore une fois, vers la fin. La conclusion de la saga est étrange à ce stade-là. Dites-vous qu'il n'y a pas eu de film après pendant genre 30 ans. Le film n'était pas un énorme succès non plus, mais a plutôt bien marché. Et vu la saga, tu dis, ok, ils vont en faire encore 10, des films comme ça. Il y a un univers à exploiter, quelque chose d'intéressant à faire. Mais c'est lorsque tu finis le film que tu comprends, parce que le film est dédié à Byron, qui était le producteur et le grand ami de George Miller. Et c'est là que tu comprends pourquoi, en fait, il n'y a pas eu de film par la suite et pourquoi ce film a souffert. C'est que George Miller s'est très mal mis du décès de son ami, qui était là durant les 2 premiers films et qui n'a pas été là pour le 3e. Et tu vois que sans son producteur et ami, c'était bien plus dur. Et il a d'ailleurs dit, hein, c'est ce qu'il a un peu repoussé de continuer la saga. C'est un film intéressant, plus imparfait et le moins bon, mais il y a quand même 1 heure de film sur les 1h45 à sauver. Mais le ventre mou du milieu avec les enfants, il tue tellement le film, malheureusement. Mais bon, si vous regardez les 2 premiers, il faut vous regarder celui-ci aussi. Et encore une fois, c'est qu'1h45, vous allez survivre. Et je pense que c'est intéressant parce que thématiquement, c'est des thématiques qui reviennent par la suite dans les films d'après. Et c'est là qu'on arrive au grand chef-d'œuvre de la saga Mad Max, et peut-être même l'un des plus grands chefs-d'œuvre d'action de l'histoire du cinéma. Moi, je maintiens que ça fait partie des plus grands films de l'histoire du cinéma. Une anomalie, presque, un miracle de mise en scène, un miracle de film. C'est Mad Max Fury Road. J'avais fait des vidéos sur Fury Road lorsqu'il était sorti, mais je vais vous redonner mon avis ici. Déjà, juste avant de commencer à parler du film, la bande-annonce avec la musique de Requiem 10 Irae, genre la première bande-annonce teaser qui est sortie, l'une des meilleures bandes-annonces de tous les temps. Le marketing, les affiches, les couleurs, incroyable. Le logo est ouf, mais c'est quoi ce truc incroyable? Le design juste du film avant même le film en question est trop bien. Alors oui, on peut parler de ce Blu-ray 4K qui est vraiment problématique. Pourquoi? Parce que je pense que c'est un master 2K. Donc même si vous avez le Blu-ray 4K, au final la qualité est pas si exceptionnelle que ça. Mais bon, ça reste mieux que Canal+ dans tous les cas. Et non, je n'ai jamais vu la version noir et blanc, Black and Chrome, que George Miller a sorti. Je ne l'ai pas, faudrait que je la regarde un jour. Mais on va juste parler de la version couleur ici. Fury Road repart sur les bases de la saga avec la narration, le bruit des moteurs en introduction avec le logo de la Warner. Il y a un résumé narratif de l'histoire, il y a un recast, forcément c'est plus Mel Gibson mais Tom Hardy, et tu comprends que c'est une sorte de soft reboot de la saga, mais en même temps une suite. On parle encore des gens que Max a perdus, c'est pour ça qu'il est prisonnier dès le début, c'est pour symboliser un peu sa prison mentale, mais c'est un film qui reboot clairement la saga. Il souffre du passé, d'ailleurs les flashbacks viennent l'embêter dans l'action, lorsqu'il y a des flashbacks de sa famille, ou peu importe qui c'est, j'ai pas envie de parler du jeu vidéo ici, parce qu'il y a plein de gens qui vont me dire non mais c'est le jeu vidéo, je sais pas quoi, je m'en fous, là c'est clairement sa famille dans les films. George Miller il aime pas le jeu vidéo de toute façon, c'est clairement sa famille, ou en tout cas quelqu'un qu'il a perdu, peu importe qui c'est. On voit qu'il est traumatisé par ça, encore une fois la thématique du traumatisme revient beaucoup, et ça lui fait perdre des scènes d'action, genre des bastons, il les perd à cause de ça, sauf à un moment dans le film lorsqu'il fait sauver par ça justement. Mais c'est justement son développement de personnage, c'est lui qui apprend à utiliser ses traumatismes pour aller au-delà de ses traumatismes, pour être moins aigri, aider les gens, et son arc c'est ça, c'est qu'il s'ouvre de plus en plus et devient de plus en plus humain. Car tu le vois, ici c'est comme un animal en cage, il ne connaît que la violence ici au point d'abandonner des jeunes femmes à un moment. Mais son arc c'est ça, c'est son évolution d'un homme rempli de violence qui
accepte de nouveau l'humanité dans son cœur et il est récompensé par ça justement, où ses traumatismes et ses flashbacks qui lui font du mal l'aident à la fin. Bref, ils ont changé sa backstory, ils ont changé l'ambiance, et là que tu comprends un truc, c'est qu'en fait, il n'y a pas de temporalité Mad Max et on s'en fout. J'étais un peu critique de Furiosa par rapport à ça, mais en fait non. L'idée de la saga, encore une fois, c'est que tout le monde peut être Max, tout le monde peut être Furiosa, tout le monde peut être n'importe qui, et l'idée c'est les histoires qu'on se raconte et la manière dont on les raconte. C'est pour ça que ces films-là sont des grandes odyssées, c'est qu'on s'en fout de qui les vit, le but c'est le message. Et alors là, le truc a été poussé à son maximum, il y a du budget, il y a de l'argent, le film était un succès d'ailleurs, un vrai succès, presque 400 millions au box-office, de loin le plus grand succès de la saga, et je pense que ça restera. Style rock punk encore plus, des méchants malades, déformés, consanguins encore plus, des pustules dégueulasses, des gourous de sectes, des bikers, des enfants adultes, la violence, le sexe bizarrement exploité ici avec des viols et des agressions qu'on voit pas pour le coup, de la cruauté animale sans hésitation, le désert n'a jamais été aussi apocalyptique et vide, les voitures n'ont jamais été aussi importantes, de manière religieuse d'ailleurs, et le côté industriel a été un petit peu abandonné pour montrer quelques petits passages en verdure, symbolisés dès le début à une verdure qui ne peut pas être atteinte, et justement les gens qui possèdent encore cette nature l'utilisent pour leur gain. Et c'est là que c'est le plus grand film de l'histoire, c'est que visuellement c'est hors du commun. Quand je vous dis que c'est un miracle, c'est que c'est un miracle. Tout a été filmé dans le désert en Namibie, si je dis pas de bêtises, colorimétrie orange saturée assumée. Alors oui, on voit un petit peu le côté numérique du film, surtout sur une télé, surtout au début du film, à cette séquence-là précisément, mais le reste, on le voit pas du tout quoi. Il y a plein d'effets spéciaux, hein, mais vu le travail qui est fourni sur l'action, ils sont invisibles. Parce que oui, là, il a du budget, il a des bagnoles, il a du temps, il a de l'espace, il a tout ce qu'il faut George Miller, et là, c'est juste n'importe quoi. T'auras d'énormes longs plans sur 1 milliard de véhicules, avec des vrais véhicules, des vrais gens dedans, des vraies explosions, des vraies bagnoles, des vraies cascades, et il va te les montrer. Il y a des séquences, et surtout la séquence avec la guitare, une énorme séquence où tu dis, ok, le mec est fou, le mec qui fait ce film, il est taré, qu'est-ce qu'il est en train de faire ici ? Pour de vrai. Pas tout est toujours vrai, mais ce qui est fort, c'est le mélange entre ces grandes séquences où on montre le monde, le désert, les voitures, le nombre de voitures, la manière dont la caméra va d'une voiture à une autre de manière très fluide. Et c'est une vraie caméra, c'est pas une caméra virtuelle comme t'as quand même pas mal dans Furiosa. Là, c'est une vraie caméra qui se balade et tu dis, waouh, le mec est fou. Le mec profite tellement de son budget ici. Et en même temps, lorsque l'action commence, là, c'est ultra cuté. L'action est tellement rapide. T'as l'impression qu'il y a 20 000 voitures qui se tabassent en même temps. T'as des caméras sur des grues, t'as des caméras qui vont vite vers des personnages pour montrer l'intensité du truc, à ce qu'ils pensent, à ce qu'ils réfléchissent. T'as plein de plans sur l'intérieur des voitures, c'est hyper cuté, hyper effréné, c'est de la nitroglycérine dans tes veines. Chaque plan, il y a une idée. La caméra qui se balade de voiture en voiture, t'as l'impression que chaque voiture a une caméra pour montrer des plans de vue différents, c'est n'importe quoi. L'échelle du truc, c'est du jamais vu. Ça crée un dynamisme fou entre le montage, les cascades, les acteurs qui doivent réagir à des caméras qui viennent sur eux. Et c'est marrant parce que la caméra passe jamais à travers des objets. Il y a quasiment aucune caméra virtuelle. C'est toujours des vraies séquences, des vraies caméras et ça se ressent. T'as des séquences, on dirait qu'elles sont en accéléré, mais volontairement pour rendre le truc encore plus dynamique. Les bruitages, le son. Il y a une scène à un moment où Max, il évite une balle et t'as un bruit sifflant d'un côté de son oreille et t'entends pendant un moment dans le film et tous les bruits sont tellement satisfaisants. Les bruits des moteurs, les bruits des engins, les bruits des flingues, tout est tellement satisfaisant. À côté t'as la musique, elle a des énormes leitmotifs et je vous jure, quand t'entends la musique, t'as envie de te lever de ton fauteuil et faire ouais. Non mais c'est fou. La manière dont il mélange toutes ces choses là parfaitement en fait le plus grand film d'action de tous les temps, ou en tout cas l'un des plus gros, sans hésiter. C'est un miracle qu'il ait réussi à faire les choses les plus spectaculaires possibles dans ce film, qu'on y croit à fond. Des cascades de malade mental, mais regardez les behind the scenes, regardez les coulisses de ce film, c'est à crever quoi. Non mais je vous jure, c'est incroyable, c'est pas possible de faire ça. On pense surtout à la scène avec les bâtons géants, mais il y en a tellement qui sont folles. L'échelle du truc est dantesque et a plein d'idées, que ce soit de mise en scène ou de décors. Déjà les décors encore une fois, et les voitures, tout a l'impression est recyclé, même délire qu'avant. Les voitures avec des pics par exemple, quelle idée de génie. Le concept de la Warrig qui est pris des films d'avant, incroyable. Les bikers qui sautent à un moment et qui jettent des explosifs sur la Warrig qu'ils ont fait pour de vrai, c'est pas possible. Les carambolages de malade mental, incroyable. Et je le répète, le passage en guitare en feu, c'est l'une des plus grandes séquences que j'ai vues dans un blockbuster de ma vie. Et le pire, c'est que je l'ai revu à la télé, je me suis dit pourquoi ils ont pas repassé ce film au cinéma. Mais j'aurais adoré le revoir en salle. Et ils utilisent tout, mais vraiment tout. Tout ce que tu vois à l'écran est utilisé, je parle du guitariste, mais c'est réutilisé dans le film. On le revoit après. Tout ce qui est introduit, tous les fusils Chekhov sont réutilisés constamment. Il n'y a pas un plan au hasard. Tout revient, absolument tout. Et puis le build-up narratif, tu connais l'histoire, elle est simple. Il faut sauver des filles et il faut aller à un point A, à un point B. Et justement, tous les obstacles sur le chemin, cette crevasse qu'il faut passer avec les bikers, incroyable. La musique, les explosifs, c'est pas possible de faire ça dans un film. Mais la manière dont c'est introduit, plan large, et bim, t'es dans l'action, hyper dynamique, de partout. T'es jamais perdu, il y a tellement de personnages, tellement d'intrigues, tellement de regards qui sont envoyés. Tu comprends tout le temps et tu comprends les relations entre les personnages parce que c'est ça le but de l'action. Le but de l'action dans ce film-là, ce sont des dialogues. C'est des interactions entre les personnages qui s'entendent de mieux en mieux, de moins en moins bien, qui voient le regard de la vengeance. Je pense tout le temps à Furiosa qui regarde Immortan Joe. Tu vois la haine. Tom Hardy qui change son regard par rapport à Furiosa, qui lui fait de plus en plus confiance, des choses comme ça. Les scènes d'action sont des dialogues et chaque scène d'action raconte une petite histoire. La hiérarchie entre
personnages changent, leur relation, leur alchimie, tout évolue et tout est fait dans l'action. C'est un film qu'il faut voir et revoir pour tout capter. Il y a une tempête de folie mais qui fait pas numérique pour le coup, c'est assez particulier. Elle rentre tellement bien. T'as un Witness Me qui est culte et plusieurs d'ailleurs qui sont incroyables. Et encore une fois, ça développe tellement l'univers et le monde, c'est fou. C'est une course-poursuite comme jamais vu au cinéma, quoi, vraiment. Il y a plein de petits trucs qui sont hyper utiles. À un moment, Nicolas Hoult, son personnage, Nux, va mettre un coup à quelqu'un et t'auras un flash blanc qui apparaît à l'écran. Petit détail, mais ça rend le truc tellement dynamique. Ça, tout le monde l'a dit, mais l'action est toujours centrée, surtout dans le combat à main nue. Comme ça, ton œil, il regarde toujours l'écran au milieu. Et ça, c'est fou parce que du coup, t'es jamais perdu. Tout est satisfaisant, que ce soit la mort d'Immortan Joe qui est géniale et l'adrénaline que t'as en intraveineuse durant tout le film. Le revoir à la maison, je me suis allongé comme une merde au début et le film commence et je me suis direct relevé et j'étais comme ça devant le film pendant 2 heures. C'est satisfaisant, il y a l'émotion comme un sacrifice de Nux qui est vraiment réussi, ça fait référence à tout le film et toutes ses thématiques. C'était une scène d'action mais dantesque. Je l'ai vu 20 fois ce film et je suis encore surpris. Tout est dans la narration visuelle. Le rythme est parfait, les 2 heures elles passent comme ça. Chaque scène raconte quelque chose, comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le world building, les personnages, la secte, tout. Un exemple tout bête, le tatouage au début du film sur le dos de Max, il veut tout dire, il t'explique tout le truc. Le fait qu'il soit donneur universel, petit détail, ça explique tout dans le film, est tellement utilisé. Les moteurs V8, la religion, le Witness Me, la culture, la secte, tout est tellement bien utilisé, il n'y a rien qui a été laissé au hasard quoi. World building de fou, énormément de symboliques, religieuses ou autres, je pense surtout au sable qui éteint les flammes. L'opposition du sable et les flammes par rapport à la société ici est dingue. En plus visuellement, mais c'est n'importe quoi à quel point c'est fort. À quel point le symbolisme de réparer les véhicules est important, à quel point les véhicules sont importants au point de créer une religion, encore une fois. En plus, vu que Max, il est pas très bien mentalement, qu'il a des flashbacks, lorsqu'il voit des mannequins dans le désert, il pense qu'il hallucine, et t'as des moments assez drôles aussi, mine de rien, mais le kitsch a disparu, plus ou moins. Là où j'ai un peu plus de mal, c'est la nuit américaine, je suis un peu moins fan des couleurs, je les trouve un peu trop saturées à mon goût, mais la séquence est incroyable, et t'as quand même une personne qui est en rouge, et qui brise les lois de la nuit américaine. Et pareil pour les flammes, qui brisent un peu la règle aussi. Mais bon, j'ai un peu de mal avec les couleurs, mais c'est un petit détail, je chipote. Les épouvantails, encore une fois ici, tu dis ok, c'est un plan tout bizarre qui sert à rien, mais c'est là que la terre verte était, c'est ce qui reste d'elle au fait. On voit le ciel étoilé à un moment, et maintenant que t'as vu Furiosa, tu dis ok, je comprends pourquoi ils étudient autant les étoiles. L'éducation des femmes, les compétences, le culture, le côté matriarcal du truc, la manière dont tu ressens l'émotion lorsque certaines d'entre elles meurent, le cri de Furiosa qui est prenant, intense, émouvant, qui est magnifique, ce plan, c'est quoi ce délire? Pour le coup, la Namibie était bien plus intéressante visuellement, même si apparemment, lors du tournage, ils ont détruit des écosystèmes, ce qui est toujours vraiment triste et pas nécessaire. L'Australie a beaucoup moins cet impact, je trouve, que la Namibie, qui avait bien plus de sable. Ça fait bien plus désert, mais pour le coup, encore une fois, ils utilisent tout. Mais je trouve quand même, encore une fois, que ce film-là a un désert qui ressemble bien plus à un personnage que dans Furiosa. Mais encore une fois, pas un plan à hasard, une idée à chaque plan. Chaque plan, je vous jure, a une signification. Il y a des plans sur des objets dans les voitures qui reviennent plus tard parce que c'est par rapport au regard du personnage. Enfin, génial. Revoyez-le et le nombre de détails, c'est hallucinant. Et chaque plan développe les personnages et ça va à fond dans les thématiques, encore une fois. Là, les ressources, c'est quoi? Ce sont les gens. Immortan Joe, son but, c'est d'avoir des enfants pour avoir une armée de plus en plus grande. La grosse commodité ici, ce sont les femmes qui font des enfants, les femmes pondeuses, les femmes qui donnent à manger, du lait. Là, la ressource, c'est les humains. Et pour pouvoir contrôler les ressources humaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou être violent, mais on l'a vu que dans Furiosa, ça marchait pas toujours, ou tout simplement créer un culte de la personnalité et créer une secte et devenir un dieu pour ces gens-là. C'est de la religion. C'est comme ça que tu contrôles des gens, par la religion ou l'oppression. Et là, il a mélangé les deux. C'est pour ça que ce film est fascinant et c'est pour ça que Furiosa est fascinant aussi de ce point de vue-là. Il continue un peu ces thématiques-là. Sans parler du charisme d'Immortan Joe, on voit son impact sur tout le monde. Les Warboys qui ont plein de pustules sont dégueulasses et ils sont en blanc. C'est un symbole de leur innocence qui a été perdue, mais qui est encore un petit peu présente ici. Furiosa qui a été marqué à vie, comme les Warboys. Ils appartiennent tous à Immortan Joe. Marquage de voiture, le V8 évidemment. Ils utilisent les mythes du passé pour dominer les gens du présent. Le Valhalla, c'est des contes nordiques, c'est le passé. Ils utilisent vraiment l'histoire du passé pour maintenant garder le contrôle, sans oublier l'eau évidemment, le contrôle des ressources avec l'essence et tout. Mais là, le contrôle, c'est la secte, c'est la religion, c'est les contes, c'est l'histoire. Cette trilogie-là, elle arrive un peu à son climax ici, avec toutes les thématiques qui arrivent à leur conclusion. On est passé de ressources à ressources, et là on arrive à la plus grande commodité aux ressources, l'être humain. Et comment le contrôler? C'est par le mythe. Cette saga, son but, c'est de raconter une histoire sur le mythe. L'hypocrisie d'un leader qui vit de tout, de l'eau, la végétation et tout, qui a un beau monde, il touche jamais le désert en soi, dans sa citadelle tout en haut. Mais il a créé une culture par rapport au désert, par rapport à la roue, littéralement, par rapport à la voiture. Mais en même temps, ça montre que les gens peuvent quitter les sectes, peuvent retrouver leur humanité, leur amour, et c'est ça qui est fort aussi. C'est un film de révolution contre l'oppression et une explosion sensorielle qui est narrativement incroyable. Et si des gens me disent que le film c'est juste un aller-retour, vous êtes des malades. C'est l'aller-retour le plus grand de l'histoire du cinéma. Tellement que même George Miller, il veut pas faire de suite. Il se dit ok, je vais faire des prequels. Il sait que Fury Road c'est la fin
fin. Il sait que là, le game a été plié. C'est pour ça qu'il va faire des prequels sur Furiosa, sur Max probablement. Mais bon, Max, tu vois, en soi, on aurait pu faire une suite à Max, pas forcément un prequel. La fin, le plan de fin, incroyable. Max qui est oublié dans la foule. De l'autre côté, Furiosa qui devient une déesse pour ce monde. C'est les thématiques de Max de A à Z que ce film est maîtrisé. Le film nous surprend, il y a de l'émotion. Il y a des personnages qui meurent, tu t'y attends pas forcément et tu ressens de l'émotion pour les méchants, bordel. Quand Immortan Joe perd une femme, cet esclavagiste violeur, et t'as quand même de l'émotion un petit peu. Tu dis, ok, je comprends qu'il y avait quand même une attache. Immortan Joe qui est le personnage de malade aussi. La manière dont le film s'oppose entre les scènes d'action, mais 80% du temps c'est de l'action. À 200 à l'heure, ou peut-être 300 à l'heure, j'en sais rien. Il perpétue le mythe à fond avec le film d'action le plus grand depuis tellement longtemps. Et oui, il y avait des problèmes de tournage. Oui, Charlize Theron et évidemment Tom Hardy se sont tellement embrouillés, c'était catastrophique. Et Tom Hardy s'est excusé, il a dit que c'était un trou du cul durant le tournage parce qu'il comprenait pas ce qu'il faisait. Mais quand tu vois les séquences du film et tu vois les coulisses, tu te demandes mais vraiment comment il va monter tout ça parce que tu comprends rien. T'es perdu dans cet univers-là, tu devais tellement être perdu sur le tournage, comme pour Furiosa. Il y a Taylor-Joy qui dit qu'il était paumé et comprenait rien. C'est pas des films qui doivent être faciles à tourner, mais les acteurs ont tous fait un grand travail. Sauf quand ils se comportaient mal, comme Tom Hardy évidemment. C'est un des plus grands films d'action jamais réalisés, mais il y a aucun doute. Aucun. Je sais pas si un jour on pourra faire mieux quoi dans l'univers ou juste mieux tout court en termes d'action de voiture quoi. Quand je vous dis que ce film est un miracle, il a tout réussi de A à Z, y a rien à dire. Tu peux le regarder 20 fois d'affilée mais sans problème. Tellement tout est maîtrisé, à chaque fois que tu regardes, tu vois de nouveaux détails, c'est juste pas possible. Quand des gens disent que c'est le plus grand film d'action de tous les temps, c'est un commentaire légitime. Et c'est pour ça que Furiosa pouvait pas être à la hauteur. Et c'est ça aussi le souci de beaucoup de personnes, on s'attendait à Fury Road 2, c'était pas possible et c'est bien qu'il ait changé un peu les choses. J'en ai parlé longuement dans ma critique, mais j'ai envie d'aborder certaines choses sans spoiler, sans répéter évidemment ce que j'ai dit dans la critique. Les mouvements de caméra sont un peu les mêmes que dans Fury Road. Ils sont plus longs, il y en a qui sont épiques, mais ils font plus faux aussi. Tu vois beaucoup plus le côté CGI, ce qui n'était pas le cas dans le précédent. La caméra qui va à travers des objets, des trucs comme ça, se fait remarquer un peu plus. Ça reste impressionnant, et oui, la narration est un peu longue, le manque de musique se fait ressentir d'après moi, et la tension disparaît un peu, mais en le revoyant, j'ai revu beaucoup plus de détails, j'ai été bien plus ému, et j'ai bien plus aimé mon deuxième visionnage. Pour le coup, j'avais beaucoup aimé le premier visionnage, mais celui-ci a solidifié mon avis que le film est vraiment bien, et que Furiosa met une patate à la très grande majorité des blockbusters. On est reparti dans le mythe, Furiosa recrée sa propre légende, on est carrément dedans. Le côté religieux, la mère de Furiosa qui s'appelle Marie, c'est pas au hasard, tout le mythe et la légende est tellement présent. Après, il y a plein de gens qui m'ont dit ouais, t'as pas fait le jeu vidéo. J'ai fait le jeu vidéo, je m'en rappelle pas, mais je l'ai fait. Je me rappelle des séquences en voiture, mais pour moi, le jeu vidéo est tellement répétitif, tellement inintéressant, des quêtes tellement mal foutues, je me rappelle pas l'histoire. Parce que les gens m'ont dit non, mais Crotus, c'est dans le jeu vidéo. Les gars, George Miller, il a récemment dit qu'il en a pas du jeu vidéo. Peut-être il a pris des choses du jeu vidéo, ou peut-être il a donné des infos pour le jeu vidéo et du coup, le jeu vidéo les a prises, ces infos, mais le jeu vidéo compte pas dans l'histoire, vraiment. Donc en vrai, tout ce qui concerne le jeu vidéo, oubliez. Avant de passer sur la partie spoiler de Furiosa, j'ai envie de faire une conclusion de la saga. Mad Max a influencé tellement de grands artistes. James Cameron en a souvent parlé, Guillermo del Toro, Fincher, tous les réalisateurs adorent Mad Max, ils en ont tous parlé. Ça a été pour beaucoup d'entre eux une énorme inspiration. Ça a inspiré plein d'œuvres, que ce soit Waterworld, qui était pas bien, ou récemment, je sais pas, Mortal Engines, que j'ai en tête, qui est tellement Mad Max-like. Ça a inspiré Fallout. George Miller, c'est pas personne. Mais ce qui est fort, c'est que la saga a été réalisée par un seul homme, coécrite par un seul homme. Il a participé au scénario de tous les films, mais il a toujours été accompagné. Et la saga est logique. La cohérence est présente, des thématiques qui rebondissent les unes sur les autres de film en film. Et c'est une saga, quand tu la regardes de A à Z, elle tient bien, quoi. Certains films sont imparfaits, d'accord, même s'il y a des chefs-d'œuvre dans le tas, et les nouveaux films sont meilleurs d'après moi, mais la saga est tellement solide, tellement forte, et tu comprends dès le premier film la vision qu'il avait, et il a respecté sa vision dans le premier film, et que ce soit de Furiosa à Mad Max 1, les films se ressemblent vraiment. Donc si vous aimez les nouveaux films, je pense que vous allez vous y retrouver dans les films de l'époque, et vous allez comprendre les thématiques et l'ambiance générale de la saga, qui mérite le détour, même si, encore une fois, c'est pas parfait. Et j'ai hâte de voir s'il va en sortir un dernier, pour avoir une grande saga de 6 films. Je suis très curieux si George Miller va le faire. Je pense qu'il mérite de faire un dernier film, et j'ai hâte de le voir parce que tous les films sont différents. Tous, fondamentalement, sont différents, mais en gardant les mêmes idées, les mêmes thématiques, et ça montre le but et la force de cette saga. Donc j'adorerais de revoir Tom Hardy dans le rôle, de revoir un film sur lui, et qu'il y ait 6 films par le même mec, qui sont incroyables. Rapidement mon classement, tout de même, Mad Max 3 en dernier, c'est compréhensible, je pense que tout le monde aura le même classement. Mad Max 1 en quatrième, Mad Max 2 en troisième, Furiosa, maintenant que j'ai revu, en deuxième, et Fury Road en premier. Je pense que là, personne n'est étonné. C'est le classement logique pour beaucoup de personnes. Maintenant, je vais juste passer en spoiler pour Furiosa. Donc si vous n'avez pas vu Furiosa, vous pouvez quitter cette vidéo. Mais je vais spoiler quelques trucs dans 3, 2, 1. Il y a une scène que j'avais pas remarqué, mais il y a un mec qui coupe le bras de Furiosa. Lorsque Furiosa est parti, j'avais dit que c'était une facilité scénaristique, mais en fait non, lorsque Demetrius arrête l'engin, et il dit que maintenant faut rentrer, tu vois le mec qui l'a énervé précédemment remettre son couteau à sa place, ce qui symbolise qu'il a sûrement coupé le bras de Furiosa et que Furiosa vient de partir. Donc il n'y a pas de facilité, c'est juste que le mec l'a aidé à partir parce qu'il aime pas Demetrius, parce que Demetrius se fait constamment des ennemis dans ce film. D'ailleurs, même chose, c'est sûrement Max qui aide Furiosa. On voit un Max plus jeune qui aide probablement Furiosa parce qu'on le voit réagir à la scène et on ne voit pas dans le film qui l'aide. Après, il est chez les troglodytes et tout, mais c'est sûrement Max qui l'a aidé. Je sais pas si c'est vrai ou pas, c'est une théorie, mais le caméo de Max, si c'est lui qui l'a aidé, n'est pas anodin et ça montrerait encore une fois son humanité parce qu'il la voit tomber. Donc c'est pas
pas un caméo au hasard. En tout cas, je ne pense pas. Et du coup, ça a un sens avec la temporalité. Maintenant, la vraie mort de Dementus, est-ce que Dementus est devenu un arbre? Je ne pense pas, mais encore une fois, on ne sait pas, et c'est le but. Le but du mythe, c'est les histoires qu'on raconte, peu importe si elles sont vraies ou pas. Il y a un plan où elle le tue, il y a un plan où elle le trimballe, il y a un plan où il devient un arbre. Tout est vrai et faux à la fois. Et c'est pas important ce qui est vrai. L'idée, c'est le mythe qui est propagé. Et c'est marrant parce qu'elle devient Dementus à la fin. On le voit porter sa cape, on voit porter son doudou, qui symbolise la perte de l'innocence, évidemment. Et à la fin, elle devient Dementus, et même Dementus lui dit. Et c'est là qu'elle doit faire un combat contre elle-même, c'est ne pas être rongée par la violence et la haine, et ne pas devenir comme Dementus. Et c'est là qu'elle réussit, en oubliant sa haine et en essayant de sauver les gens. Voilà, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de tous ces films, et pensez aussi à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos, et mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux pour plus de débats, critiques et actualités, et moi je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.